153 Franklin Street à Tribeca. C'est la nouvelle adresse très surveillée de Dominique Strauss-Kahn. Sur ce document tourné par une agence immobilière, on découvre l'intérieur d'un luxe inouï. Une cuisine ultramoderne, une salle de sport et une salle de cinéma. C'est devenu l'une des maisons les plus célèbres du monde. Les touristes français font donc le détour dans ce quartier de Tribeca. Folks, make a hole, please. Make a hole here. Let's go, make a hole. Make a hole. Le 20 mai 2011, après 4 jours dans la prison de Rikers Island, Dominique Strauss-Kahn est libéré sous caution et assigné à résidence. Après quelques jours dans un appartement au numéro 71 de Broadway, il emménage dans une maison du quartier de Tribeca et il y restera jusqu'à la fin de l'affaire, 3 mois plus tard. Je suis venue à New York pour voir un petit peu le pays de mes séries télévisées. Et on arrive ici et on est en plein dedans. J'ai l'impression de vivre une vraie série, un vrai film. Dès le premier jour, cette rue pavée, d'un quartier chic et plutôt résidentiel, est prise d'assaut par les journalistes et elle restera l'attraction la plus visitée par les touristes pendant cet été 2011. Moi, je me souviens que j'étais devant cette maison de Tribeca, une petite maison jaune dans une rue pavée du sud de Manhattan. C'était vraiment devenu un camp de base de journalistes. Donc on était en permanence avec une caméra, des batteries, un trépied. Et je ne sais pas vraiment ce qu'on attendait d'ailleurs. C'était quoi ? C'était la moindre sortie d'un des avocats, d'un membre de la famille de DSK, Anne Sinclair, puis des gens qui n'avaient rien à voir, enfin leurs invités, etc. Une maison coincée entre deux immeubles. Avec un peu de chance, ils apercevront peut-être Anne Sinclair, l'épouse de DSK, très souriante ces derniers jours à chacune de ses sorties. Oui, pendant des heures. Heureusement, il faisait beau, il faisait chaud. Mais je connaissais tous les petits commerces à côté où on pouvait acheter de l'eau, des chewing-gums, des cigarettes, des sandwichs. La chronique quotidienne de cette maison décrit les repas commandés par les époux Strauss-Kahn. Ce soir-là, des plats cuisinés chinois. Bon, comme on s'embête pas mal à guetter comme ça, on filme aussi tout ce qui peut se passer autour de la maison. Et un jour où je filme, il y a un journaliste qui s'approche de la poubelle qui a été sortie par le concierge et il fait la poubelle de DSK. Voilà. Et lui, je le filme en train de le faire, donc j'ai la preuve de ça. Des journalistes qui filment des journalistes qui font les poubelles. Pendant ces heures passées à planquer devant cette maison en briques de Franklin Street, on a eu le temps de réfléchir au sens de notre métier. Si un chien franchit cette porte, eh ben oui, je vais prendre le chien en photo. Je suis devenu totalement obsessionnel avec cette porte. Et c'est peut-être là d'ailleurs qu'est né ce podcast. Parce qu'en même temps qu'on s'interroge sur le menu du jour ou la taille de l'écran du home cinéma de Dominique Strauss-Kahn, une autre traque, moins connivante, a lieu à 20 km plus au nord sur l'île de Manhattan. Celle de la victime. Des touristes qui n'iront jamais voir de l'autre côté de l'affaire, de l'autre côté de ce pont, dans ces appartements du Bronx où vivait Nafissatou, la plaignante d'origine guinéenne. Sur les trottoirs du Bronx se succèdent des enquêteurs aux méthodes et aux motivations très différentes. Les enquêteurs de la justice new-yorkaise, les détectives privés qui travaillent main dans la main avec les journaux à sensation, les tabloïds, et nous, les journalistes français. Dans cet épisode, on va comprendre comment tous ces acteurs, dans leur course aux révélations, ont contribué à faire basculer l'opinion mondiale sur ce qui s'est passé au Sofitel. Je suis Anne-Cécile Genre. Je suis Marine Pradel. Vous écoutez Shame on You, chapitre 4. La meute. Il fallait tout savoir sur DSK et tout savoir sur Nafissatou Diallo. Et donc, par exemple, moi, mon gros scoop, c'est de m'être levée plus tôt parce que donc, dans la nuit, est sortie une photo de son immeuble, de l'appartement de la victime. Et je me souviens qu'à 5h du mat', on fait Google Maps, on essaye de trouver le coin de rue auquel correspond cette image. Donc on finit par trouver l'adresse, et j'y vais. Je vais dans le Bronx. C'était impressionnant parce que
Il était très tôt, mais le métro était assez bondé, quoi. En fait, il y a énormément de gens qui vont travailler à cette heure-là. Je suis allée tellement tôt, putain. Et je suis avec ma caméra. J'arrive du coup la première devant cet immeuble. Je rentre sans aucun problème parce qu'il y a énormément de gens, des gens de l'immeuble, qui rentrent et qui sortent, qui travaillent du coup tôt. Et je tombe sur le concierge de l'immeuble. You watch me. What's your name? My name is Pedro. I'm the super here, and Nafi, she been moved here about 6 months. You watch me, please. Can we do it over? You watch me, okay? You don't watch the camera. Oh, okay. Okay? So, what's your name? My name is Pedro Gomez. I've been working here for 1 year. Il a manifestement pas vu de journaliste avant, donc je lui demande de me parler de cette personne qui habite là depuis quelques années, qui s'appelle Nafissatou Diallo. Does she know many people? Does she have many friends? I don't see her talk with nobody in the building. Et il est super sympa. Il a rien à dire vraiment, parce qu'il me parle juste de sa fille de 14 ans qui va à l'école et qu'elles sont toutes les deux très discrètes. I saw her daughter, but she's a young daughter. She's like in 12, 14 years old. Il me dit le numéro de l'appart et je vais filmer la porte de l'appart. She's very quiet. She keeps to herself. So, I mean, that's all I know, really, to be honest with you. I don't speak English too much. Just a little English, but I know the Diallo. Je me souviens que j'ai parlé aussi à des voisins, enfin des gens qui passaient, mais j'ai pas plus d'infos. Voilà. Je rentre au bureau, j'ai les gens de Washington et de Paris au téléphone, et ils me disent « Oh là là, mais on est trop contents, ce que tu as fait, c'est une dépêche AFP ». Une dépêche AFP, ça veut dire que l'information est diffusée en temps réel à quasiment tous les médias d'information de la planète. L'info, c'est l'adresse de l'immeuble et c'est l'interview du concierge, le type de quartier que c'est, que des gens qui travaillent beaucoup, de milieux très simples. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il n'y a rien d'autre. 24 heures plus tard, on se rend compte que le New York Post s'est rendu au même endroit. Mais il n'en a pas tiré la même conclusion. Le journal fait sa une avec un titre surprenant. Hotel Maid in HIV Shock. En gros, la femme de chambre a le sida. Ouais, c'est glauque. Enfin, c'est-à-dire que même si c'était vrai, je comprends pas quelle est la logique derrière et surtout, je comprends pas en quoi c'est une information. J'imagine qu'ils ont épluché les registres de la mairie et donc ils doivent voir que cet immeuble, ça appartient à tel programme H&M qui est lié à telle association autour du sida. Bon, et donc eux, ils y vont pas par quatre chemins et ils disent elle avait le sida. Ça a été vraiment la première fois que moi je commence à me poser des questions autour du journalisme, à me dire mais qui sont ces gens qui vont sortir ce type d'infos ? Aujourd'hui encore, quand on regarde cette une du New York Post, plus de 10 ans après, elle fait toujours le même effet. On est toujours aussi choqués. Elle est révélatrice d'une éthique et d'un mode de fonctionnement qui est bien propre au tabloïd. Et à l'époque, on n'a sans doute pas assez pris le temps d'explorer et de décrypter ces différences. It's okay on my side too. It is recording. Hi. Alors toutes ces années plus tard, on tend notre micro à un grand spécialiste de la presse new-yorkaise, et en particulier des tabloïds. Il est journaliste, il s'appelle Tom McGeveran, et il nous parle via Zoom depuis son appartement à Brooklyn. Dites-vous que le New York Post et le Daily News, on les trouve à chaque coin de rue à New York. Par habitude, tout le monde les achetait dans le métro parce que, jusqu'il y a peu, le téléphone ne passait pas dans le métro. Donc chacun achète son canard pour la route et le jette à la poubelle en arrivant au bureau. Et puis, si vous sortez de New York, le Daily News, le New York Post, c'est des journaux que vous allez trouver dans toutes les stations essence, depuis Philadelphie jusqu'à Boston et la frontière canadienne. Est-ce que vous vous souvenez de certains titres qui ont fait la une des tabloïds pendant cette affaire ? Oui. Littéralement, la femme de chambre de DSK est une prostituée.
Elle s'occupe bien des clients, en plus de son boulot. L'article relayait une accusation. Nafissatou Diallo aurait eu une relation tarifée avec DSK, comme par le passé avec d'autres clients de l'hôtel. Quand vous lisez le corps de l'article, ils ne disent jamais « Nafissatou Diallo est une pute ». Les gros titres en une, et c'est une pratique communément admise, sont souvent des morceaux de paraphrase ou des extraits de citations qui sont affichés tels quels. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des accusations que le journal ou le journaliste qui écrit l'article reprend à son compte. I was just wondering if you remember, I guess I sent you the article, so... Et cette une que je vous ai envoyée par mail qui disait « La femme de chambre a le sida ». Well, it was horrifying because the information, it got to the point where any information about... On est arrivé au point où toute information concernant l'affaire, de près ou de loin, était publiée. Qu'elle ait ou non à voir avec la culpabilité de DSK ou la crédibilité de la victime. To either DSK's guilt or the reliability of the witness. What on earth difference could it make? Je veux dire, qu'est-ce que ça change, qu'elle soit ou non séropositive? La seule chose qui intéresse les auteurs de cette une, c'est d'agiter la possibilité que DSK ait pu contracter le VIH pendant l'agression. Ça n'est écrit nulle part dans le corps de l'article, mais c'est le seul intérêt de ce gros titre. Ils le savent, on le sait, tout le monde le sait. Est-ce que vous avez une idée de l'identité de leurs sources? Je suis presque certain que l'info vient d'un des enquêteurs qui travaille sur le dossier, ou quelqu'un qui connaît un enquêteur. Peut-être un employé du bureau du procureur, par exemple. En théorie, le fonctionnement de la justice américaine se fait en 2 temps. La police enquête, puis passe le dossier au bureau du procureur qui doit ensuite instruire l'affaire. Mais en réalité, leurs enquêtes se font en parallèle et les 2 entités peuvent avoir des objectifs un peu différents et donc des raisons différentes de vouloir interagir avec la presse. À New York et ailleurs, il n'y a pas que les journalistes, les centaines de journalistes sur le terrain. Il y a aussi une armée d'enquêteurs, ceux qui travaillent pour le bureau du procureur, et les détectives privés, qui sont embauchés par les avocats de la défense de Dominique Strauss-Kahn. Donc, ce qui s'est sans doute passé, dans le cas de cette fausse information sur la séropositivité de Nafissatou Diallo, c'est que ces détectives privés trouvent ce lien ténu et complètement hypothétique entre Nafissatou Diallo, son immeuble, l'ONG qui est propriétaire de cet immeuble, et une des activités de cette ONG qui est de s'occuper de malades du sida. Les détectives de la défense font remonter l'info à l'avocat de Dominique Strauss-Kahn, Ben Brafman, et celui-ci ne se prive pas de la partager avec ses contacts au New York Post, sans que cette information ne soit jamais vérifiée. Hello, Janan. Bonjour. Bonjour. So this is Marine. And I'm Anne-Cécile. Nice to meet you. How are you? Nous avons retrouvé un ancien d'un de ces 2 tabloïds phares, le New York Post. Il s'appelle Janan Fisher et ça fait une 20aine d'années qu'il fait ce métier, à la fois au New York Post et au New York Daily News. Est-ce que les journalistes qui travaillent pour les tabloïds doivent recouper leurs infos avant de les publier? En fait, ça dépend de la source de l'info. Si un de ses voisins me dit « Oh, j'ai entendu Nafissatou tousser, je pense qu'elle a le sida », je n'en ferai sans doute pas un article. Mais si l'information vient de Brafman, l'avocat de DSK, alors je n'ai pas besoin de vérifier ses dires. En soi, cette déclaration, c'est une info. Ben Brafman, l'avocat de DSK, est connu pour être très fin connaisseur de la presse et maître dans l'art de la manipuler. S'il n'a pas aimé un article que vous avez fait sur lui, il va tarder à vous répondre, voire il va carrément vous boycotter et filer l'info à d'autres. Alors les journaux prennent ça en compte dans leur couverture quotidienne de l'affaire. C'est une relation gagnant-gagnant entre la justice et les tabloïds. Ces infos et parfois ces contre-vérités font vendre. C'est bon pour les journaux.
Mais les informateurs des tabloïds, avocats des deux côtés, bureau du procureur, se servent aussi des journaux pour appuyer leur thèse dans l'affaire et faire basculer l'opinion. Et l'opinion compte dans les affaires américaines, plus que chez nous. Surtout pour un acteur, le procureur, qui lui est élu, et donc n'a pas intérêt à prendre des décisions impopulaires. Grâce à leurs relations privilégiées avec les différents acteurs de la justice new-yorkaise, les tabloïds abreuvent le monde entier de une choc. Il y a la photo de DSK, la langue pendante, titrée « Le perv ». Le pervers. Sleazy Money. L'argent sordide de DSK, en photo pleine page, souriant à côté de Nicolas Sarkozy. The Fraud. La menteuse, barrant une photo de Nafissatou Diallo. Maid's Teary Tantrum. Le caca nerveux de la femme de chambre. French Wine, avec un H. Le gémissement français. Frog L'exit. La grenouille française s'en sort. Parmi ces unes choquantes que les New-Yorkais appellent le wood, le bois, il y a aussi le cliché volé de DSK en prison, le 19 mai 2011, qui fait la une du Daily News et qu'on avait déjà évoqué au chapitre 2. Et ça, on l'a balancé en pleine page dans le Daily News. Il y a eu quelques réticences là-dessus. Il n'avait pas encore été condamné. Or, ça le montre en position de coupable. Mais bon, voilà, on a eu cette info et on a décidé de la publier telle quelle. Comment votre collègue l'a eu, cette photo? Ah bah ça, c'est les sources. Vous savez, il emportera probablement ce secret dans sa tombe. Et je pense que la personne qui lui a donné ce cliché a pris de gros risques en faisant ça. Normalement, je veux dire, c'est interdit. Maintenant, ça l'est. C'est des pratiques habituelles pour un journal comme le Daily News? Le Daily News s'est bâti là-dessus. Une des premières unes qui a fait la réputation du journal, c'est la photo d'une femme en train d'être exécutée sur la chaise électrique. Un photographe du journal avait attaché un appareil à sa cheville. Il s'est rendu à l'exécution comme si de rien n'était. Et au moment crucial, il a soulevé son pantalon et a pris la photo. Donc ce genre de photo en une, c'est un peu dans notre ADN. Donc les unes qui représentent DSK en Pépé le Putois, le personnage de Looney Tunes avec ce gros accent français et qui ne pense qu'au sexe, c'est une façon de stimuler l'émotion du public. Pour le dire de façon très romantique, les titres des tabloïds sont le reflet de l'âme, de l'émotion de la ville. Okay, thank you so much for your time, Dan. Very good, thank you. Okay. De l'émotion, comme dans un bon polar ou un bon thriller. Comme ceux dans lesquels a joué l'homme que vous entendez. Il s'appelle Bo Dietl. Il s'assoit derrière son grand bureau en replaçant son pistolet à la ceinture qui le gêne un peu. C'est le détective privé le plus célèbre de New York. Tellement célèbre que Martin Scorsese lui a fait jouer son propre rôle dans plusieurs films. En 2011, on était allé l'interviewer dans son bureau avec une vue impressionnante sur l'Empire State Building avec notre collègue Romain. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour trouver des éléments à charge sur une victime comme celle-là? Écoutez, dans ce cas précis, vous avez quelqu'un qui a des fonds illimités. Un type pauvre accusé de ce genre de choses, il serait encore en prison. Personne ne le défendrait. Au revoir. Mais là, c'est un homme infiniment riche qui peut dépenser des millions et des millions de dollars pour s'en sortir. Je vous rappelle que s'il est déclaré coupable, alors bye bye, il va direct en prison et pour un bout de temps. Donc il va utiliser chaque dollar en sa possession pour construire une défense, quelle qu'elle soit. Alors qui sait ce que les détectives qu'il a embauchés vont faire? Ce matin, le New York Post, célèbre tabloïd américain, cite des sources travaillant pour la défense de Dominique Strauss-Kahn. Selon leurs informations, la jeune femme serait entrée sciemment dans la suite 2806 du Sofitel et aurait demandé à se faire payer après avoir eu une relation sexuelle avec Dominique Strauss-Kahn. Le quotidien va plus loin et rajoute que la femme de chambre appartiendrait en fait à un réseau de prostitution et aurait continué à rencontrer des clients alors qu'elle était sous surveillance policière.
They're going to try to attack her credibility. They have to do an investigation background on her. Ils vont s'attaquer à sa crédibilité. Ils vont enquêter sur son parcours, vérifier si elle a déjà porté plainte par le passé, si elle a un casier judiciaire, si elle a déjà dénoncé des gens, si elle a déjà été accusée de quelque chose, si elle a déjà intenté un procès à quelqu'un. Et il faut vraiment aller en profondeur, aller en personne, interroger les gens. Par exemple, sa supérieure hiérarchique. Qu'a-t-elle dit au moment où elle lui a parlé la première fois? Puis vous allez voir les policiers, à eux, qu'a-t-elle raconté? Vous cherchez des déclarations contradictoires. Ensuite, il y a tout le côté médico-légal. C'est aussi une grosse partie de l'investigation. Vous reconstituez la chronologie, vous recoupez les caméras de vidéosurveillance dont il faut obtenir les images. Et la façon dont la justice américaine fonctionne, c'est que dans les premiers jours du procès, il y a la phase dite de découverte. Les enquêteurs du procureur doivent montrer à la défense les résultats de leur enquête. C'est à ce moment-là que tout s'accélère. Il faut pouvoir vérifier très vite tous les éléments qui sont présentés pour pouvoir les contrer. Et dans cette histoire, c'est le jury qui va devoir décider qui croire entre Dominique et cette femme. C'est parole contre parole, parce qu'il n'y a pas de témoins, et c'est ce qui rend cette affaire si difficile. Nous, pendant qu'il y a des détectives payés $1500 de l'heure qui écument la planète à la recherche d'informations sur Nafissatou Diallo, on imagine encore qu'on peut trouver quelque chose avec une caméra, un micro et une carte de métro. Je me souviens qu'on avait tous les journaux au bureau, on voyait toutes les infos qui sortaient. Il n'y a pas une piste à laquelle je crois plus qu'une autre. Parce qu'à un moment, quand même, on essayait de la voir, elle. On savait pas où elle se planquait. J'entends que voilà, le frère va parler, qu'il faut aller sur cette avenue de Harlem, que peut-être elle serait là. Et là on arrive, on voit qu'il y a 3 personnes déjà en train de parler avec un gérant, une personne qui est apparemment le propriétaire ou en tout cas un des managers du resto. On passe 2 ou 3 heures avec lui à l'interviewer sur la personnalité de Nafissatou Diallo, ses plats préférés. Je me souviens qu'il voulait pas être filmé, mais qu'il y avait des caméramans d'une chaîne de télé française qui étaient là, qui avaient posé la caméra sur la table et qui le filmaient à son insu. Pour la première fois, des informations plus précises sur la victime de cette affaire. Elle est toujours sous protection de la police. Son frère, qui tient un petit restaurant à Harlem, est assailli par les journalistes et dit en tout cas toute la confiance qu'il porte à sa sœur à New York. Et puis, 2 jours plus tard, on apprend que le mec n'est pas du tout son frère, mais c'est son copain. Tout ça se mélange un peu, on ne sait plus trop. C'est le cœur de la communauté guinéenne, c'est la 3e avenue dans le Bronx, ici. C'est une matière bizarre, c'est comme d'aller chez les Guinéens de New York. Bon, comme elle vient de Guinée, on nous envoie autour du Bronx. Est-ce que vous connaissez Nafissatou Diallo? Non, je suis sénégalaise, je ne connais pas exactement le Sénégal. Comment est-ce que vous expliquez qu'elle soit si discrète, justement? Je ne peux rien parler d'elle parce que je ne l'ai jamais connue. Mais de toute façon, je ne peux pas l'identifier, je ne l'ai jamais connue. Franchement, je ne l'ai jamais connue. D'accord. Et Nafissatou, elle venait ici, là, beaucoup? Oh là, je ne suis pas informé. Je ne l'ai jamais connue, je ne peux rien expliquer d'elle. Vous êtes prête? Okay. Je m'appelle Barry Mamadou Sidi. Je suis guinéen. Et alors, je me souviens, je suis rentrée dans ce bureau qui représente les Guinéens à New York. Voilà, je leur ai tous posé des questions, personne ne la connaît. Si vous nous demandez de parler d'elle, nous ne savons rien d'elle. Mais c'est parce... Et en fait, ils me montrent des tas de choses sur leur pays. Il y a des photos derrière eux avec des dates d'événements, je crois des massacres qui se sont passés en Guinée. Compte tenu du fait que la communauté a été victime de tels actes depuis le pays. Attends, ça c'est super important ça.
Là, il nous montre une affiche, il y a écrit Republic of Guinea, West Africa, et en fait on voit une grande affiche avec des militaires guinéens qui maltraitent un type, qui le tiennent par la chemise, et celui qui est derrière lui donne un coup de pied. Une autre affiche où il y a écrit... Il y a une autre affiche où il y a écrit « Les militaires de Guinée ont violé les femmes ». Des centaines et des centaines de femmes ont été violées en plein air, en pleine journée. Si les gens immigrent de ces situations pour venir dans un pays où ils pensent être vraiment protégés, et qu'on vous dit un jour qu'une de vôtres est victime des mêmes actes, imaginez dans quel état les gens pourront être. Ils sont choqués et indignés, mais on les a appelés au calme et à la sérénité. Et évidemment, j'en ai rien à faire et je regarde même pas en fait. Mais là, en revoyant les images, je me dis que c'était quand même intéressant. Ce que dit cet homme, c'est essentiel pour comprendre Nafissatou Diallo. Mais on l'ignore encore au moment où on tourne cette interview. Si je l'avais écouté, si tout le monde l'avait écouté, peut-être que l'affaire DSK ne se serait pas terminée de la même manière. Ce morceau d'interview, je l'ai dans mes archives parce que je l'ai filmé. Mais je ne l'ai même pas envoyé aux journaux télévisés. Ça ne répondait pas à la commande ce jour-là. Ça ne parlait pas de Nafissatou Diallo. En tout cas, je pensais que ça ne la concernait pas et je me trompais. J'étais trop occupée à chercher absolument quelqu'un qui la connaissait. Dans le grand flou journalistique qui règne cet été-là, les tabloïds, avec leur éthique aussi bancale soit-elle, sont la seule source de nouveautés. À partir du 6 juin 2011, un décor de plus s'ajoute à l'affaire. La Cour de justice de Manhattan. Devant cet énorme gratte-ciel typique de New York, à plusieurs reprises cet été-là, nous nous retrouvons au milieu de plusieurs centaines de journalistes pour une série d'audiences préalables à un procès. Les avocats de la défense sont en train d'arriver. Une fois qu'ils ont fini, ne partez pas, car les avocats de la victime veulent parler aussi. En bas de l'immeuble, toute la rue est occupée par une enfilade de camions satellites. Et devant eux, une rangée de journalistes du monde entier qui font leur direct. Tous, ou presque, ont en main les tabloïds new-yorkais et ils les brandissent face aux caméras. Regarder la une du New York Post qui parle carrément d'une bombe. L'information principale ce matin, c'est que Nafissatou Diallo a menti. Dans une affaire de viol, c'est parole contre parole. Or, ce matin, sa parole n'est plus crédible. Elle a menti aux enquêteurs du procureur, elle a menti dans sa procédure de demande d'asile. Donc aujourd'hui, même si Dominique Strauss-Kahn avait en effet tenté de violer cette femme de chambre, le dossier s'effondre complètement ce matin. Les millions de dollars dont parlait Bo Dietl, le détective, l'investissement des avocats de la défense pour sortir des informations compromettantes sur la victime, va porter ses fruits. Encore une fois, les informations délivrées par le New York Times aujourd'hui ne remettent pas en cause le témoignage de la jeune femme sur les faits eux-mêmes, sur ce qui se serait ou aurait pu se passer dans l'hôtel. Ce dont il s'agit ici, c'est la crédibilité de Nafissatou Diallo, d'où cette perspective de finalement abandonner toutes les poursuites. Tout l'été, les journaux instillent le doute sur Nafissatou Diallo. L'opinion bascule petit à petit. Et 3 mois plus tard, la justice renonce à juger cette affaire. À la fin de l'été 2011, la terre va trembler à Manhattan. Le sol a commencé à onduler et en fait c'était un tremblement de terre. Et ce n'est pas une image. Un vrai séisme de 5,9, pile au moment où le procureur annonce qu'il renonce à poursuivre Dominique Strauss-Kahn. Vous l'entendrez dans le chapitre 5, Abandon. Shame on You, un podcast imaginé et écrit par Anne-Cécile Genre et Marine Pradel. Réalisation, mixage, musique originale, Théo Boulanger. Production, Studio Fact Audio.